Sport, discipline, week-end. C'est la devise de cette dernière de la semaine. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver. On dit souvent que vendredi, tout est permis. Mais attention, vendredi, ici, à Matin Bonheur, tout est permis et tout est utile. Utilité dans le conducteur flexible et qui s'adapte bien sûr à l'actualité. Et puis, on va parler bien sûr de tous ces ingrédients-là qui rythment nos journées tous les jours du lundi au vendredi à partir de 5h55. Bienvenue chez vous, chers amis du matin. Je vous souhaite encore une fois un très bon réveil. Bonjour Eva. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Et oui, réveillez-vous confortablement. C'est vrai que cette semaine s'est éclipsée aussi vite qu'un ripé de soleil. On ne l'a pratiquement pas vu défiler. Mais bon, c'est pas plus mal. Le week-end approche à grands pas. Marco parlait donc de flexibilité, de légèreté du conducteur. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Nous sommes à la veille donc de samedi. On va être dans le léger, dans le décalé avec Abbas qui sera là pour son JT décalé. Et oui, il a une lecture particulière des éléments qui rythment des événements qui rythment notre société. Ce sera avec plaisir qu'on le recevra. Et puis, nous aurons bien évidemment notre invité qui nous parle du Sahara. Vous le savez, nous avons à cœur de vous y inviter et de vous inciter à y faire un tour, car c'est un salon très, très intéressant. Et puis, en fin d'émission, avec notre sociologue, le docteur Nikez Nielbien, et Sa Majesté Kouma Tamia Odette, excusez du peu, il sera question d'exil. Est-ce un fait culturel? Partir loin de ses bases, partir loin de ses racines. On en parlera. Vos avis, doléances, questions, suggestions sont bien évidemment les bienvenus sur nos différents réseaux sociaux. Pour démarrer... Doléances, homme politique. Bah oui, si vous avez des choses à nous demander, hein, c'est ça le but. Ne vous inquiétez pas, on est là pour y répondre. On démarre tout de suite avec la gym. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie pour une nouvelle séance de gym. Aujourd'hui, nous allons travailler nos abdominaux. Alors pour ça, on prend juste un tapis et on va se coucher sur le côté. Là, voilà. Allongez-vous bien, on laisse le bras au sol, l'avant-bras, on le relève un peu. Si vous ne pouvez pas, vous mettez votre avant-bras au sol. Là, on met la main droite sur la tempe et le coude et le genou droit vont se croiser. Là, 1, d'accord, 2, on va en faire 10. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on se recouche plus, hein. 8, 9 et 10, super. On reste dans cette position-là. On va repartir encore une nouvelle fois. Lorsque vous faites cet exercice, vous devez sentir les obliques qui travaillent. Allez, on repart. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on change de côté. On fait passer simplement les jambes de l'autre côté, là. Même principe. Le bras au sol, l'avant-bras relevé. Sinon, on s'appuie sur la main comme ça au sol. On tend les jambes. Main gauche sur la tempe. Et on part là pour croiser le genou. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle encore un peu et on repart encore une dernière fois pour le même exercice. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, le prochain exercice que nous allons faire, on se remet à l'endroit. Allez, on reste sur l'avant-bras. Cette fois-ci, les jambes sont bien tendues. La jambe droite, c'est-à-dire la jambe qui est au-dessus, recule un peu, environ 45 degrés. Vous devez déjà sentir au niveau des obliques et de la taille que ça tire. Et puis on balance la jambe là. 1, 2, 3, on va en faire 10 à 10. On bloque 10 secondes. Top, c'est parti. 1, 2, on ne lève pas la jambe trop haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on bloque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ok, alors si vous faites mal cet exercice, c'est fort probable que vous ne sentiez rien. Donc je reprends l'explication pour ceux qui nous prennent en cours. Alors, vous vous mettez comme ça, sur l'avant-bras, au niveau du bras gauche, le bras qui est au sol. Le corps bien aligné. On recule la jambe qui est au-dessus d'environ 45 degrés. Déjà, vous devez sentir que ça tire au niveau des obliques de la hanche, là. Et vous balancez la jambe là. On ne va pas très haut. On reste à cette hauteur-là. Et puis on bloque. Ok? Allez, on repart encore 10 une dernière fois. Et on bloque 10 secondes. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On change de côté. On part de l'autre côté pour travailler également le flanc gauche. Allez, même principe. Jambes tendues, le corps bien aligné. On recule la jambe qui est au-dessus d'environ 45 degrés. Là, vous devez déjà sentir qu'au niveau de la taille, il y a comme une morsure là. Et on monte la jambe 10 fois. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On souffle juste 5 petites secondes et on repart encore une dernière fois pour ce même mouvement-là. Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Le dernier exercice que je vous propose, vu qu'on est resté au niveau des obliques et de la taille, on part avec le gainage latéral. Là, pour ceux qui ne peuvent pas rester dans cette position, vous montez sur vos genoux dans cette position-là. C'est beaucoup plus simple. Mais veillez à bien contracter le flanc qui fait face au sol, c'est-à-dire le flanc droit quand je suis de ce côté. Ok, pour que vous puissiez bien travailler. Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. On tient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On part de l'autre côté. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez de suivre votre émission préférée Matin Bonheur. Rendez-vous lundi pour une autre session de vie. Allez, ciao. Retour sur le plateau de ce matinal après, bien sûr, les mouvements de notre très cher coach Fabio. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, bien sûr, nous sommes le 24 novembre 2017. C'est bien sûr le 328e jour de l'année, 47e semaine. Un joli coucou, un gros bisou à toutes ces personnes magnifiques qui se prénomment Flora. On a toujours dans son entourage magnifique Flora, Flore. Vraiment, on vous salue, on vous fait un gros bisou. Et aussi, aujourd'hui, on fait les... Augusta, et par extension, les Augustines. Donc, je fais un gros bisou à Augustine Tano qui nous suit sûrement. Et puis, demain, ce sera la fête des Catherine. La Sainte-Catherine. Exactement. Oui, moi, j'ai coiffé la Sainte-Catherine depuis belle lurette. Hein, on va plus s'en plaindre. Alors, aujourd'hui... Un bisou à Tata Catherine. Tata Cathy. Oui. Il y a toujours une Tata Cathy autour de soi. Ou bien une potesse qui s'appelle Catherine. 24 novembre, journée internationale, on va parler de foi aussi, hein. Journée internationale de la Bible. C'est une journée donc, qui vient de l'initiative des Américains, plus particulièrement de l'Association de la Bible, qui a souhaité promouvoir cette journée à partir du 24 novembre 2014. Il faut bien garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée dont le but est d'encourager à la lecture de ce livre saint. L'intention affirmée clairement, prosélytes et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent lui dire merci. N'est-ce pas, Eva? Exactement. Vous lisez régulièrement votre Bible? Oui. Ok, ouais, je sens ça. Et puis le 25 novembre, c'est une journée très importante, Eva.
Oui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce sera donc demain. Et le thème de cette année 2017, c'est « Ne laisser personne de côté, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles ». Et oui, la violence envers les femmes, envers le genre féminin se banalise de plus en plus. On a la culture du viol qui est de plus en plus présente sur nos réseaux sociaux, dans nos comportements quotidiens, etc., etc. Il faut faire très attention. Les femmes sont précieuses, il faut les préserver, les protéger et non pas s'en servir comme punching ball. Comme je fais avec Eva. Exactement. Suivez mon exemple. Voilà, une femme, c'est une princesse, c'est une reine, c'est une mère, c'est tout. Et vraiment, la femme, c'est la protection de l'humanité. La preuve, à mes côtés, la preuve en image. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Matin Bonheur, c'est des journées qu'on explique, mais aussi et surtout des éléments, des incursions, ça et là, dans tout ce qui rythme notre quotidien. En ce moment, il y a le Sahara, ça finit dimanche. Après, on aura un grand rassemblement, une grande réunion qui va faire honneur à la Côte d'Ivoire, Union européenne, Union africaine. Si vous nous regardez d'ailleurs de l'extérieur, sachez que nous sommes en train de mettre tout en œuvre afin de faire de votre passage ici en terre ivoirienne un moment délicieux comme ceux justement qui sont allés au Sahara. La preuve. Aujourd'hui ou demain? C'est impressionnant, Eva. Exactement. Il y a un bout qui fait 1500 kg, ça fait 1,5 tonne, mais qui vient du Burkina Faso. C'est un peu l'attraction. Je pensais qu'il viendrait de plus loin. C'est l'attraction de ce Sahara. Hein. C'est impressionnant. On imagine les yeux des enfants quand ils regardent. Ils sont... Déjà, pour les adultes, c'est impressionnant de voir. Donc, on imagine un tout petit enfant face à un bovidé d'1,5 tonne. Eh bien oui, ça a l'air très, très, très impressionnant. Et quand on veut le caresser comme ça, quand il bouge, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Là, il ne faut pas s'aventurer, franchement. Alors, on rappelle que cette émission porte la signature de Christelle Akoussa. Nous allons passer, si elle le permet, au petit-déj. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui pendant qu'il est 6h08? Si vous hésitez encore, nous allons sardines, pain et lait. Voilà, c'est le petit-déj qui nous est donc envoyé par M. Anassé d'Azaguier. Donc, on a l'impression qu'il y a des œufs, qu'il y a des pommes de terre. Oui. Ça vous donne envie? Non. Franchement? Non. Enfin, j'ai jamais testé la combinaison pain, sardine et lait. Pain, sardine et lait, franchement. J'ai jamais testé. Bon, notre nutritionniste, Dr Kwasi, peut-être nous dira s'il y a des vertus par rapport à ça. Mais en tout cas, merci déjà. Deuxième petit-déj, nous avons... Alors, c'est de la bouillie d'avoine, tout simplement. On va éviter de citer des marques, merci. Alors, c'est de la bouillie d'avoine, des flocons d'avoine, comme on le dit, plus couramment. Merci notre enfance. Voilà, hein. Exactement. J'en ai mangé encore il n'y a pas longtemps avec du pain. Oui, vous êtes toujours en enfance. Alors, et avec du pain, quel genre de pain? Oh, on n'a même pas encore fini de parler du flocon d'avoine qu'on est déjà dans une autre sphère. Attiéké omelette. Ouais, ça, par contre, c'est un mix Oui. qui est un véritable régal. Quand on est étudiant, c'est super bon. Quand on est étudiant ou bien à l'internat, tout ça. Ouais, c'est super bon. Attiéké omelette, franchement, je vous conseille. Hein, pour ceux qui n'ont jamais testé l'association de ces deux mets, je pense que vous n'êtes pas nombreux. On a tous déjà mangé attiéké omelette. Oui, quelque part, ça dépanne, quoi. Toujours avoir des œufs et puis l'attiéké à la maison. En Côte d'Ivoire, c'est courant, ça. Et c'est très, très bon. C'est très, très bon. C'est très bon comme ce qui arrive maintenant, mesdames et messieurs. On a toujours quelque part de l'amour pour cela. C'est du chocolat. Vous connaissez le zouk de Orlan? Chocolat? Non. C'est un zouk qui a marché à une certaine époque et qui sied bien à cet élément que nous vous proposons maintenant, mesdames et messieurs, à Matin Bonheur. Voyage au pays du chocolat, tout simplement.
Du chocolat made in Côte d'Ivoire dans une boutique au Sofitel Hôtel Ivoire. De la fève à la tablette de chocolat, tout le processus de transformation a été réalisé en Côte d'Ivoire. La promotrice Suzanne Kabani, premier maître chocolatier ivoirien, veut ainsi valoriser davantage ce produit dont la Côte d'Ivoire naît le premier producteur mondial. Le Made in Côte d'Ivoire, c'est de travailler à partir des plantations de cacao des 18 terroirs de la Côte d'Ivoire, d'aider les planteurs à améliorer leur vie et d'arriver à une fabrication de bean to bar, ce qu'on appelle de la fève à la tablette du chocolat qui sort fabriqué en Côte d'Ivoire. Pour l'ouverture de sa boutique Les Douceurs de Suzanne, ses amis et connaissances étaient présents pour partager de bons moments. Tous passionnés de bon chocolat, ils ne se sont pas fait prier pour goûter à toutes les saveurs qui leur ont été proposées. Nous avons travaillé sur des parfums et sur des saveurs inégalées ivoiriennes. Nous faisons rentrer des pralines typiquement faites avec des produits de la Côte d'Ivoire comme les arachides, mais dans des collections complètement ethniques. Nous sommes pour le chocolat ivoirien à 100%. C'est une très belle initiative et je l'encourage et j'espère que tout le monde suivra et viendra déguster son chocolat. Ce qu'elle fait pour le chocolat, le cacao de Côte d'Ivoire et le chocolat, personne ne l'a fait jusqu'à présent. C'est elle qui m'a appris qu'il existait des crus de cacao. Elle va sur les plantations chercher son cacao pour le transformer et produire. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Ce sont des titres plutôt qu'elle mérite. Le premier, c'est être ambassadrice. Elle le porte tellement bien ce nom que là où on va partout dans le monde, on emporte son chocolat et avec fierté. Le deuxième titre, c'est l'innovatrice parce que sincèrement, où je vais moi partout dans le monde, je n'ai jamais dégusté un aussi bon chocolat, tout en gardant le goût brut traditionnel, avec les ingrédients vraiment du pays, localement faits et d'une manière excellente. Et je lui dis tout simplement bravo, allez ma grande, vas-y de l'avant, promets-nous encore plein de bonnes choses, on croit en toi. Les Douceurs de Suzanne, ce sont plusieurs gammes de chocolat. Du chocolat noir à 100% cacao au chocolat blanc, les convives n'ont pas boudé leur plaisir. Au-delà du plaisir qu'il procure aux consommateurs, le chocolat a aussi des vertus thérapeutiques. Au niveau de la santé, c'est-à-dire profil santé, nous avons ce qu'on appelle tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Le chocolat a des vertus énormes sur tout ce qui est cholestérol, sur tout ce qui est AVC, sur tout ce qui est hypertension artérielle. Le chocolat aide à régénérer la mémoire. Il est bien pour la mémoire, il aide surtout à produire de l'énergie au niveau de tout ce que nous allons faire. Il est aussi très bien comme aphrodisiaque. Il faut dire aussi que le chocolat lutte contre la fatigue. Il est bon pour les enfants, pour les grandes personnes et pour tout le monde. Il faut le consommer, c'est bien pour la santé. Avec les Douceurs de Suzanne, la chocolatière met le savoir-faire à l'honneur en façonnant des créations originales entièrement à la main. En traitant le cacao ivoirien avec respect, elle souhaite mettre en lumière les qualités extraordinaires des fèves qui se retrouvent dans 90% des chocolats produits mondialement. Ainsi, Suzanne souhaite que les Ivoiriens puissent consommer un chocolat de qualité confectionné localement. Et voilà, du chocolat made in Côte d'Ivoire, des choses comme on les aime, n'hésitez pas. D'ailleurs, on avait reçu Suzanne sur ce plateau, elle est maître chocolatier. Elle nous avait parlé longuement et avec passion de son métier et de la sélection des fèves, etc., de la transformation des différents arômes qu'elle y ajoutait. Et franchement, il ne faut pas hésiter à en consommer. Celui qui nous a rejoint, qui est installé, je ne sais pas s'il est grand consommateur de chocolat. Non, comment? Non, nous, c'est le plus souvent, tu sais, pour une bonne idéologie humoristique, des choses gastronomiques. Merci, on va s'arrêter là. C'est Abbas, il est là pour son JT décalé. À tout de suite. On va parler aujourd'hui de migrants, de caméras de surveillance à Bobo, mais on va commencer par le Zimbabwe. Ah oui, Zimbabwe, franchement, moi, c'est un pays que j'aime beaucoup. Zimbabwe, pourquoi? Parce que, tu vois, le plus vieux président qui était en exercice, il a rendu sa démission sur la pression. Ils ont parlé de pression de l'armée,
pression de la rue, mais pression, c'est pression. C'est-à-dire, même quand tu mets Spadra, c'est quelqu'un, c'est pression. Quand quelqu'un est entre deux faits et puis on appuie, c'est pression. Donc, tu vois, ils ont dit au vieux, il faut démissionner. Il dit non. Si c'est quitter, lui, il allait faire, mais démissionner, c'est un mot qu'il n'aime pas. Le gars, il a chassé les blancs et puis il a donné les terres aux noirs. Donc voilà, le vieux, ils l'ont stressé jusqu'à un matin, il leur a dit, bon, je suis prêt, je vais partir. À condition de faire un direct. Ils disent à toute la nation que moi, je m'en vais. Donc tous les généraux, là, ils sont derrière lui. Caméras, journalistes, tout le monde, même ceux de l'étranger, on a appelé tout le monde, ils sont devant lui. Il doit faire son discours d'adieu. Et puis il regarde tout le monde droit dans les yeux, il a dit, je suis encore le président de cette nation. Ils sont tous découragés. Ce qu'il a dit à la maison, et puis ce qu'il a dit devant la caméra, non, c'est pas la même chose. Tu vois? Mais après, quand il est arrivé, parce qu'il a convoqué le conseil des ministres, il arrive au palais présidentiel, même le vigile qui ouvre le portail, il n'est pas là ce jour-là. C'est là que le vieux a compris que son temps est passé. Le matin, lui-même, il a écrit pour dire, bon, à partir de maintenant, je ne suis plus votre président, mais vous allez vous rappeler de moi, vous allez vous souvenir de moi pour ce que j'ai fait. Et ça, c'est un bon type, franchement. Quand il sent que ça ne va pas, il faut quitter là. Il faut partir, ça ne fait rien. Ça fait rien. Maintenant. Oui. On passe au deuxième sujet. Caméra de surveillance. Caméra de surveillance, est-ce que tu leur reproches? Non, je reprocherais. Tu sais qu'avant, elle a été ici, là, quand on doit faire reporter d'affaires, on dit qu'il n'y a pas de caméra. Avant, mais maintenant, là, on sent qu'il y a beaucoup de caméras, même elle a été. Tellement il y a caméra jusqu'à on fait caméra de surveillance. Mais caméra de surveillance, quand tu regardes, tu as l'impression que c'est caméra de surveillance de plateau seulement qui travaille. Ah bon? Mais oui, c'est là-bas on a vu le gars qui était dans un gros camion sur le pont de Gaulle, et puis là, il est tourné, il est tombé dans l'eau, son apprenti. Matin, ils sont partis faire sortir. Bon, sa tête là, à un moment, on a eu poisson dessus, on ne sait pas. Bon, c'était comme ça. Et puis le camion, là, même quand on a vu le nombre de poissons qui étaient dans le camion là, ah là, ça. Mais, à faire des caméras de surveillance, ils ont mis à boubou, je ne sais pas, ils ont quelle intention. Ah bon? Peut-être que les microbes, ils savent, dans quel coin où il n'y a pas de caméra de surveillance, là-bas, ils vont agir. Sinon, dans un coin comme ça, il y a caméra de surveillance, toujours on n'attrape pas les microbes. Et puis nous-mêmes, les gens d'Abobo, on cherche le gars là, celui qui regarde la caméra de surveillance. Parce qu'ils nous ont montré un coin vers la gare là, on dit la caméra de surveillance. Alors qu'avant-hier, nous on a fait baptême là-bas. On a fait baptême. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas qui était là-bas, qui n'était pas là-bas. Si le gars peut nous envoyer les films, nous, on va voir comment on va faire. Par les caméras, bon, ils n'ont qu'à bien nous dire, à Bobo, et moi, ils ont mis les lumières là, c'est que ça allume, ça s'éteint là. Chacun a décollé pour envoyer chez lui à la maison. Okay? Et bientôt, il y aura les décorations de Noël. Ils vont nous connaître encore. Allez, on va terminer avec les migrants. Voilà, c'est la même. C'est là, c'est immigrant ou bien c'est migrant. À quel moment on dit migrant, à quel moment on dit immigrant? Alors, quand on part de son pays pour un autre pays, dans son pays d'accueil, on est considéré comme émigré. C'est bien ça. Et de l'autre côté, vous êtes considéré comme immigrant, donc voire migrant. Ah, donc quand les Blancs viennent ici, ils sont migrants. Nous, quand on parle d'eux, on est censé dire des immigrés. Bah oui, quand les Blancs ils viennent ici, ce sont des immigrés. Non, non, des coopérants, non. Il va faut des expatriés. Des expatriés, des coopérants, des partenaires, experts. Même dans ça, même, déjà, il y a une différence. Maintenant, nous, là-haut, on se lève pour aller là, on a quelle intention? Parce que c'est parce qu'ici, il n'est pas bien que nous, on veut aller chercher le bonheur. Là-bas, c'est comme ça, ça se dit. Maintenant, toi, tu as une fois vu quelqu'un qui souffre, et puis il a 4 millions. Tu n'as pas vu ça? Mais oui, parce que tu... Non. J'aimerais bien avoir cette souffrance. Non, le gars, il est là. Même aujourd'hui, dans notre pays où on est, si tu as 1 million, tu es considéré comme l'un des gars les plus riches du quartier. Parce que tu as 1 million. Et puis toi, tu as jusqu'à son 4. Tu prends pour aller être mouton en Libye. Ils vont te vendre à 400 000 francs. C'est 10% de ton argent qui était appris pour aller. Non, mais on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. On parle que non, Libyens vendent les gens. Tu es allé faire quoi là-bas? Tu as 4 millions, tu ne peux pas rester ici pour vivre ce public. Non, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment compliqué? On parle de souffrance. Non, tu ne peux pas avoir 4 millions et puis tu vas te lever pour dire que toi, tu es allé chercher bonheur. Non, je ne les défends pas. Hein. Ça, c'est bien. Je suivais un reportage la dernière fois qui expliquait que les 4 millions, par exemple, les fortes sommes qu'ils ont sur quand ils entreprennent le voyage, ne leur appartiennent pas. C'est une solidarité qui est active. C'est toute la famille qui cotise. C'est tout le monde qui cotise pour les faire partir. C'est vrai qu'il y a des moments qui est passé, le papa lui, le plus oisif, dit à ton papa, il voyage, il te dit bonne chance. Et puis il te donne tout. C'est des mamans qui prennent leur économie pour donner, ça c'est vrai. Mais le plus souvent, si tu vois qu'ils vont comme ça et puis ils soufflent là, c'est parce qu'ils ont doublé tout le monde au quartier.
De plus, vous êtes là, vous faites votre petit micmac et puis lui, il y a un qui garde l'argent. Le temps tu te rends compte, on dit il est à Beng. Alors que le gars, il est en Libye, il est là, vendre aubergine. Ou bien c'est lui-même, on vend comme gombo. Donc, tu vois, moi, je pense que les amis, vous avez la possibilité de réussir. Ce que tu as là, les blancs, là, même, ils quittent là-bas pour venir chez nous ici. Là. Il y a tout ici. Il y a tout. Il y a l'or noir, il y a l'or blanc, il y a chocolat noir, il y a chocolat blanc, il y a diamant, il y a or, il y a pétrole, il y a tout ici. Donc, toi, tu t'en cherches quoi là-bas? Reste ici, on se débrouille. Regarde, Eva, elle est partie, elle est revenue. Marcel, elle est partie, elle est revenue. C'est vrai. Bon, il n'y a pas dit ce que vous avez fait, sinon on les a chassés. Bon, les gars sont avec nous ici. Toi, tu vas chercher quoi là-bas? Hein? Restez ici, ici là c'est bon. Moi, c'est ici là. Hein? Ici là. Peut-être que si on m'a forcé, c'est là il est parti. Je suis là. Hein? Même si on me donne visa aujourd'hui, vous jure sur tout ce que je cherche. Au nom de tout ce que. Tu cherches quoi même? Tu cherches quoi? Il fait ça. Il fait ça. Ici là. C'est quelle manière de jurer ça là? Ça, c'est jurer de confiance. Non, mais le pire, c'est que certains migrants de retour qu'on interviewe disent que quand ils vont se remettre de leurs blessures, ils repartiront en changeant d'itinéraire. Le même jour même qu'on a dit que, le même jour on a dit qu'on vend les gens là, il y a eu convoi qui partait encore. Ah oui. Donc ils sont comme ça. Et puis ils sont bien quand ils reviennent là. Le gouvernement donne quelque chose. Donc nous maintenant, les gens du quartier, on s'est réunis, on va aller les accueillir. On se fond dans la masse et puis chacun a 2 millions à rentrer chez nous à la maison. Moi, j'ai eu vraiment l'avantage un jour de croiser quelqu'un. C'était à Paris, dans un espace qui venait d'arriver 2 jours avant. Tu as fait Paris? C'est impressionnant. Tu as fait Paris? Non, Abbas. On va être sérieux depuis. Non, autant dire que tu as fait Paris. Paris n'a jamais fait. Tu sais, Paris, c'est fait. On a fait Paris, de petit Paris à Trégis. Ah, d'accord, continue. Non, mais c'est impressionnant quand ils vous racontent. On peut voir à la télé, on peut écouter à la radio, on peut lire dans les journaux, mais quand ils vous racontent, les femmes sont obligées de se déguiser. Parce qu'en homme, c'est impressionnant. Oui, parce que les femmes sont molestées, elles sont violées. D'ailleurs, elles reviennent bien souvent enceintes. Ah, mais les femmes, là, elles n'ont pas dit elles aiment blanc. Les biens aussi, c'est blanc. Mieux vaut en rire. Non, mais franchement, mieux en rire. Parce que ça fait mal. La situation est très, très tragique, on dira. Et encore une fois, on fait de la sensibilisation. Il y a tout pour réussir sur place. Tout. Et donc, avec les sommes que Abbas évoquait. Voilà, je suis allé à Paris aussi, à Château Rouge, j'ai vu un vieux peu que nous respectons au quartier. Château Rose. Non, rouge. Pour toi, c'est rose. Un vieux peu qu'on respecte au quartier, il dit, il ne peut pas voir, nous considérer. Chez nous, il a baigne. Moi, je suis allé, il avait fait maïs. C'est une charrette et puis c'est pour un bon Kababéya. Kababéya. Je dis, vieux père, non, tu respectes au quartier, tu vendais des maïs braisés à Paris. Donc c'est pour ça, mesdames et messieurs, franchement, parler à nos frères, ce que tu as là, ça peut te faire réussir ici. Donc merci Eva et Marcelin de prendre mes couleurs pour vous promener. Je sais que grâce à moi aujourd'hui. Non mais c'est vrai, le plateau est très uniforme. Voilà. Merci beaucoup. On a la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. On se retrouve. Merci Abbas. 6h23. C'est le moment maintenant. C'est le moment pour parler comme un grand philosophe allemand qui n'est autre que Abou Nidal. C'est le moment. L'ami d'Eva et notre ami aussi. On est très heureux d'être en votre compagnie tout au long de cette journée. On va aller maintenant avec Fatim. Ce sera dans quelques instants. Ce sera dans quelques instants seulement. Oui. On aura droit à la revue de presse People. D'abord. Hein, et puis la revue de presse classique dans quelques instants. En attendant, on rappelle que dans quelques instants, notre invité nous parlera du Sahara. Monsieur Onania sera sur notre plateau encore une fois. Vous le savez, encore une fois, on le dit, on a à cœur de vous inviter à visiter ce salon qui vous propose des choses magnifiques. Et puis en fin d'émission, vous partez quand en fait? C'est en train de finir, vous partez quand? Oui, je vais y aller samedi. Moi, j'aime bien faire les choses au dernier moment. Vous voulez que je vous accompagne? Oui, j'aurais besoin de vous, me soutenir. Oui. Il n'y a pas de souci. Donc samedi, on serait plus. On rappelle que la RTI, hein, votre maison, votre service public, a un stand que Marco apprécie particulièrement au Sahara. N'hésitez pas à y faire un tour. N'hésitez pas à y faire un tour. Hein, vous pouvez apprendre des choses, pourquoi pas. Alors, dans quelques instants également, ce sera le JT. Ce sera dans 2 minutes à peine. Donc je pense que... c'est grillé pour Fatim. On retrouvera Fatim alors, de toute façon, comme on le dit, Christelle Akoussa, voilà, est aux commandes de toutes choses. On y va avec la revue de presse People. Et on commence avec une mauvaise nouvelle concernant Willy Dombo. Oui, l'animateur humoriste
Willy Dembo s'est fait agresser au niveau de la place des Martyrs, un endroit carrefour entre les communes d'Adjamé et de Cocody. Alors il y est tombé en panne et aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont ceux qui l'ont dépanné, qui l'ont agressé. Ils étaient 4 armés de couteaux, mais fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le rappeur Booba dénonce les préjugés raciaux. Et oui, B2O s'est prononcé sur la situation des migrants, comme beaucoup d'Afro-Européens, et aussi sur les préjugés raciaux, plus visibles sur le moteur de recherche Google. Alors, en recherchant des informations sur le peuple noir et arabe, les suggestions qui sortent sont plus que négatives, voire insultantes. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Alors, les gens recherchent donc sur Google pourquoi les noirs sont noirs, pourquoi les noirs sont moches, pourquoi les noirs sont musclés ou encore pourquoi les noirs sont cons. Et oui, ça fait plaisir. Et l'ex de Jennifer Hudson remporte une bataille. Le catcheur David Utunga vient de remporter une grande bataille juridique face à Jennifer Hudson. Il vient d'obtenir la garde de leur fils, David Junior. Ce n'est pas la bonne photo qui apparaît pour Thanksgiving. Et les deux parties ont comparu donc devant le tribunal mardi 21 novembre et le père a fait valoir ses droits sur le garçon de 8 ans. C'est donc un dénouement heureux pour le papa qui avait été jeté par la police hors de la maison familiale il y a quelques semaines. Voici revient sur les rumeurs de grossesse de Kylie Jenner et Khloé Kardashian. La toile scrute les moindres détails des apparitions des jeunes femmes et leurs posts sur les réseaux sociaux. Mais le véritable indice est caché dans le fil Instagram de la future grand-mère que vous allez voir à l'écran, j'espère, Kris Jenner, voilà. Et donc, c'est une photo d'un lot de pyjama qui va apparaître à l'écran aussi, qu'elle a reçu spécialement pour Noël, donc un cliché qui pourrait bien confirmer les grossesses de ces deux filles. Et pour finir, chaque vendredi, la caricature du journal que Fatim n'arrive pas à prononcer, elle ne laisse donc la sale tâche. Wish. Merci Eva. On y voit donc un médecin qui s'adresse à son patient et lui conseille de manger 5 fruits par jour. Et le patient répond « Ok, donne-moi l'argent ». Le médecin surpris lui demande « Mais quel argent ?» Et le patient lui dit « Mais l'argent des 5 fruits par jour là ». Merci beaucoup Fatim. On vous retrouve juste après le journal pour la revue de presse, cette fois classique. Merci d'être avec nous mesdames et messieurs. Nous allons passer maintenant dans un autre pan de ce rendez-vous dernier de la semaine avec bien sûr le journal. Mais avant on aura la météo. Vous êtes à Matin Bonheur et vous faites bien. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera relativement calme dans la partie nord-ouest et sur les régions de la bande centrale après les passages orageux de la veille. Les vents de mousson seront poussés sur le sud du pays frontalier de la Côte d'Ivoire, dans le sud forestier et sur le pourtour du littoral. Très tôt le matin, un temps brumeux pourra réduire la visibilité par endroits avant qu'un ciel nuageux ne prenne le relais. Ces nuages pourront par moments entretenir quelques averses matinales. Les variables de la matinée, on aura 25 degrés à Abidjan comme à Diaké, 24 degrés dans plusieurs villes, à Bondoukou, à Bouaké, à Daloa, à Dimbokro, à Gagnoa, à Korogo ainsi qu'à Man. 22 degrés de minimal à Odiéné, 26 degrés de maximal à San Pedro. Il fera 25 degrés à Sassandra comme à Tabou et enfin 26 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, la présence de chaleur et d'humidité sur l'ensemble du pays maintiendra un temps instable sur les régions partant du littoral à la limite centre-nord du pays. Ce temps sera marqué par un ciel pluvieux et orageux sur ces régions en cours d'après-midi. Plus au nord, quelques orages isolés ne seront pas écartés vu la profonde instabilité qui effleure cette région. Les variables de l'après-midi à présent, on aura 30 degrés de minimal à Abidjan comme à Diaké, 32 degrés à Bondoukou, Bouaké et Daloa, 33 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, il fera 34 degrés de maximal à Korogo, 32 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, il fera 30 degrés à San Pedro Sassandra Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être sur RTI 1 pour ce journal de 6h30. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier jeudi 23 novembre les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Il s'agit de Martin Viviès de l'Ordre souverain de Malte, Elena Stefoa de Roumanie, Andras Zabo de Hongrie et Peter Olasek de Slovaquie. Le reportage complet de nos reporters donc dans nos prochains journaux. Hier après-midi au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, édition 2017 du Sahara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, ainsi que les organisations professionnelles agricoles, les partenaires au développement, le secteur privé ivoirien, ont procédé à la signature d'un pacte de financement du programme national d'investissement agricole de deuxième génération. À travers ce pacte de financement, chacune des parties s'est engagée à respecter ses promesses dans la mise en œuvre du PENIA 2. Cette deuxième génération du PENIA qui est prévue sur la période 2018-2025 va nécessiter un investissement de 11 000 milliards de francs CFA. Chaque connaît. À travers ce pacte de financement, le gouvernement, les partenaires au développement, les acteurs du monde agricole s'engagent à respecter leurs promesses pour la mise en œuvre parfaite du programme national d'investissement agricole, PENIA de deuxième génération. Cet engagement est l'aboutissement d'un travail acharné et une implication forte du gouvernement pour le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons toujours bénéficié de votre conseil et de vos orientations. Nous n'avons pas de doute que, comme la première génération, la deuxième génération du programme national d'investissement agricole pourra donner des résultats satisfaisants. L'innovation majeure dans la mise en œuvre de ce PENIA de deuxième génération est la forte implication de toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole, à savoir les organisations agricoles, les institutions sous-régionales, le secteur privé, ainsi que les partenaires au développement. Une démarche fort appréciée de ces acteurs qui reconnaissent tout de même que des défis majeurs restent à relever dans ce nouveau départ. Une mobilisation encore plus forte des ressources et des financements, particulièrement de l'État et du secteur privé, des innovations institutionnelles pour une coordination plus efficace des différents sous-secteurs et des acteurs, le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation des résultats et de collecte des données sur l'agriculture. Se félicitant de l'importante contribution des partenaires financiers dans la mise en œuvre du PENIA 1 et le renouvellement de leur engagement pour le PENIA 2, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé les objectifs stratégiques du dit programme. Fixer les paramètres d'un partenariat à moyen et long terme dans le secteur agricole. Spécifier les principaux engagements de la part du gouvernement de Côte d'Ivoire et des partenaires au développement. Clarifier les attentes des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire afin d'assurer une mise en œuvre réussie de PENIA 2. Pour ce faire, Amadou Gon Coulibaly a rappelé le rôle primordial que devra jouer le secteur privé dans le financement du secteur agricole. Un engagement qui sera accompagné d'une forte volonté du gouvernement à jouer sa partition. Pour sa part, le gouvernement s'engage à augmenter progressivement les ressources budgétaires allouées au secteur agricole pour atteindre à l'horizon 2025 un taux d'environ 9 à 10%. Et nous ferons l'effort, dès l'année 2019, de faire un peu plus que ce qui est prévu donc dans le budget 2018. Prévu sur la période 2018-2025, le PENIA 2 va nécessiter un investissement de 11 milliards 900 millions de francs CFA. Après la cérémonie de signature, le Premier ministre a visité les stands du Sahara 2017 pour apporter son soutien aux participants. Au pôle produit, le chef du gouvernement a eu l'agréable surprise de rencontrer l'ex-ministre des Transports, Gaoussou Touré, aujourd'hui acteur dans la transformation de l'anacarde. Nous avons un autre stand qui présente les produits et les différentes actions que nous sommes en train de poser aujourd'hui
pour le développement de l'agro-industrie au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une usine de traitement des noix de cajou à Odjene. Plusieurs stands et autres pôles d'exposition ont reçu la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, à l'organisation donc du SARA 2017, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, l'État de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour satisfaire les besoins de consommation en viande et en œufs. Malheureusement, le pays continue d'exporter des tonnes de viande de bétail, de poissons et des produits laitiers et pour sa consommation. Beaucoup de défis donc restent à relever. Francis Boifo. Abattoir de Port-Boué. C'est ici que déchargent tous les camions de bétail en provenance des pays de l'Interland pour l'approvisionnement en viande des marchés du district d'Abidjan. C'est que la Côte d'Ivoire est dépendante en protéines animales depuis l'indépendance en 1960, malgré les nombreux efforts consentis par les autorités. Première action majeure en 1970, la création de la Société de développement des productions animales SODEPRA. Elle était chargée de la recherche-développement, de la vulgarisation, de la conception et de la mise en œuvre de tous les programmes et projets du secteur des productions animales. En 16 ans, soit de 1974 à 1990, la SODEPRA a permis d'augmenter l'effectif des petits ruminants et des bovins à travers les ranches et stations d'élevage. Par exemple, de 356 770 têtes de bovins en 1974, l'on est passé à 1 035 000 têtes en 1990. Malheureusement, plusieurs événements vont perturber le bon fonctionnement des ranches et stations et baisser la capacité de production nationale. D'abord, c'est la dissolution de la SODEPRA, puisque tout ça, c'était englobé à l'intérieur de la SODEPRA. Après, ces structures ont fonctionné sur une autre entité. Mais le coût énorme, c'était en 2002, lorsque ces structures qui ont été créées, où il y a eu des centaines de milliards qui ont été investis pour pouvoir mettre à disposition qu'on appelle de la protéine animale et transformer le système de production. Et toutes ces structures-là ont été détruites. Passées les années de crise, le gouvernement décide d'impulser une nouvelle dynamique au secteur des ressources animales et halieutiques. Plusieurs projets sont initiés. Nous sommes en 2011. Il y a deux stations en priorité, la station de Toumoudi et la station de la ferme sémencière de Badika. Et ces deux stations ont passé en PPP. Et en donnant ce coup de fouet, déjà, et aussi en donnant un certain nombre de ressources au niveau des ranches et stations, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de résultats qui sont le croisement de la race Ndama avec la Montbéliade et le croisement de la race Ndama avec la Holstein, qui est une race qui est mixte, viande de lait, et la Holstein qui est une race laitière. Et en matière de lait, on a des animaux qui sont passés de 1 litre à 10 litres. Et on peut voir au niveau d'un certain nombre d'élevages en Côte d'Ivoire, il y a eu un impact au niveau de la mise en place des pâturages artificiels, la formation des étudiants, l'insémination au niveau de certains élevages, ainsi de suite. Ça a permis vraiment d'avoir un impact. C'est pour ça que dans cette même continuité-là, on a lancé une grande campagne d'insémination artificielle au niveau du milieu rural. Autant de projets qui ont augmenté la capacité nationale de production de petits ruminants et de bovins. Mais la Côte d'Ivoire reste dépendante de bétail vif et d'abat des différentes espèces animales, bovins, ovins, porcins. Le pays importe 55% de ses besoins en viande et 83% des produits laitiers. Le grand défi reste l'encadrement des éleveurs. Nous allons réveiller toutes ces structures qui vont prendre une autre allure. Nous avons 2 textes pour créer 2 agences. L'agence pour l'aquaculture et la pêche et l'agence qui va se charger, bien sûr, des élevages, donc permettre qu'il y ait un encadrement efficient sur le terrain de tous les éleveurs de Côte d'Ivoire. De nombreux défis également au niveau des ressources halieutiques. La Côte d'Ivoire importe près de 300 000 tonnes de poissons par an, soit plus de 80% de sa consommation. Le ministère des Ressources animales et halieutiques veut réduire ce déficit. Il multiplie les projets. Ce sera un partenariat public-privé pour gérer nos stations d'élevage. En la matière, il y a beaucoup d'opérateurs économiques, de partenaires au développement qui nous sollicitent pour travailler avec l'État de Côte d'Ivoire
dans cette perspective. Et très bientôt, nous aurons donc une table ronde pour définir les modalités et également le contenu donc, de ce partenariat-là. Concernant le secteur de la volaille, le pays couvre plus de 95% de ses besoins en viande et est autosuffisant en œufs. Le souhait des autorités, satisfaire les besoins de consommation en protéines animales et halieutiques et réduire le prix du kilogramme de viande de bétail et de poisson. Vous l'aurez compris, malgré tous nos efforts, la Côte d'Ivoire continue d'importer des tonnes de viande, de bétail, de poissons et de produits laitiers. Faire le bilan et réfléchir sur l'avenir de l'artisanat ivoirien, tel est l'objectif du séminaire qui s'est ouvert hier jeudi 23 novembre à Abidjan à l'initiative du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Au cours de ce séminaire qui se refermera donc aujourd'hui même vendredi, les acteurs mettront un accent particulier sur les stratégies à développer pour améliorer les performances du secteur de l'artisanat. Jean-Luc Bangbo, précision. Hortensia est artisane. Elle confectionne et vend des tenues à base de tissus traditionnels depuis 1984. Mais en 33 ans d'activité, Hortensia reste confrontée au même problème. Nous n'avons pas de subventions. Ce que je souhaiterais, qu'il y ait plus de formations, que nous soyons écoutés, parce que nous avons besoin de soutien. Une réalité que partage Maferima, créatrice de bijoux. Pour se vendre, on ne peut pas rester dans notre carré ici. Il faut se déplacer. Nous, en partant dans le foire, nous avons plus d'opportunités. Il nous faut des financements. Parce qu'on ne peut pas s'élever pour aller, par exemple, en Europe sans un apport financier de l'État d'abord. Tout comme Maferima et Hortensia, les artisans ivoiriens sont venus exposer ce jour leurs préoccupations à leurs autorités de tutelle à l'occasion de ce séminaire bilan organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Il s'agit de former des artisans nouveaux pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'horizon 2020. Il s'agit notamment de créer un cadre de promotion approprié, de créer un mécanisme de financement approprié à l'artisanat, de créer des sites artisanaux, des sites de promotion et de commercialisation. Il s'agit de faire la promotion des artisans sur le marché national et international. Des propositions de solutions qui viennent s'ajouter à une batterie d'actions déjà menées par le ministère en vue de redynamiser le secteur. Nous avons travaillé sur les textes qui régissent ce secteur d'activité. Nous avons signé par exemple une convention avec l'INPHB pour justement permettre la formation des artisans, notamment mécaniques. Et nous avons également veillé pour justement permettre aux artisans de participer à des activités à l'échelle internationale. L'artisanat, un secteur qui compte 44 corps de métier et qui emploie 40% de la population active en Côte d'Ivoire. Les acteurs, pour leur part, espèrent que les résolutions issues de ce séminaire seront effectivement appliquées sur le terrain. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Le nouvel homme fort du Zimbabwe doit officiellement prendre les rênes du pays ce vendredi. Emmerson Mnangagwa doit prêter serment seulement 2 jours après être entré au pays. La cérémonie doit avoir lieu dans la matinée au stade d'Harare. Elle sera observée par tout le pays. Emmerson Mnangagwa, un compagnon de Robert Mugabe lors de la lutte pour l'indépendance, aura été de tous les gouvernements, ministre de la Sécurité, de la Justice, de la Finance, puis président du Parlement, ministre du Logement et enfin ministre de la Défense. Après des semaines de discussions infructueuses, un accord a finalement été signé ce jeudi entre la Birmanie et le Bangladesh pour rapatrier les musulmans Rohingyas. Il doit théoriquement permettre les premiers retours sous 2 mois des quelques 600 000 réfugiés qui avaient fui la répression de l'armée birmane dans l'état d'Arakan. L'accord est annoncé à quelques jours de la visite du pape François dans les 2 pays. Merci de nous suivre sur RTI. Merci. Merci, M. Zabi. Très bon Marco. week-end à vous. À vous Je aussi. sais qu'il ne sera pas de tout repos, parce que vous bossez beaucoup. Mais... Non, je suis à la tâche. Déjà tout à l'heure à 13h. Oh là là. Très bien. Vous méritez une médaille, vous.
Je ne vous envie pas. Oui, mais après la nôtre, il va moi ou Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Allez, bienvenue ici. C'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche par rapport à Matin Bonheur. Aujourd'hui, c'est vendredi. Comme on a dit à l'entame, Union Discipline Week-end. Eva, nous allons recevoir maintenant quelqu'un de très précieux pour l'actualité. Oui, ce sera dans quelques instants pour l'heure. Miss JJ est de retour après sa revue de presse People. Place à la revue de presse, on dira, plus classique. Miss JJ, à vous. Ivoirienne se prépare pour le sommet Union européenne-Union africaine. Selon l'Inter, depuis le début de ce mois de novembre, la ville d'Abidjan fait sa toilette. Les artères principales menant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à la commune de Cocody qui va arbitrer le sommet UAUE, ont connu des revêtements au niveau des accotements. Les boulevards Valéry Giscard d'Estaing, le pont de Gaulle, le boulevard Lagunaire ou encore le Latrille arborent déjà les drapeaux de l'UA, de l'UE et du sommet, sans compter les bâtiments de plusieurs communes du district d'Abidjan qui ont vu leur façade ravalée. La ville d'Abidjan se fait donc belle pour accueillir ses invités de marque, c'est-à-dire au moins 83 chefs d'État et de gouvernement avec de très fortes délégations. Toujours sur le même sujet, selon une note du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont le site pôleafrique.info a eu copie, tout stationnement et encombrement sur le boulevard VGE est interdit dès lundi prochain. Cet avis aux usagers ajoute en ce qui concerne les mesures qu'aucun stationnement ni encombrement de cette voie ne seront permis à qui que ce soit. Et que tout contrevenant à cette consigne s'expose à la mise en fourrière de son véhicule ou de ses marchandises. Donc vous êtes prévenus. Les migrants de retour de Libye font des révélations surprenantes dans notre voie. Un nouveau contingent de 161 migrants, majoritairement des jeunes, ont débarqué le mercredi 22 novembre dernier à Abidjan. Dans leur déclaration, ils ont non seulement confirmé les informations de maltraitance en Libye, mais aussi ils ont fait mention de complicité de ce ressortissant de l'Afrique noire. Un témoin déclare, je le cite, « Lorsque les Libyens te prennent, ils peuvent exiger par exemple 100 000 francs. Il y a des ressortissants d'Afrique noire qui vivent sur le territoire depuis de longues années, qui jouent les intermédiaires avec les parents au pays. » Ils ajoutent, du moins eux, leur commission sur le montant exigé. Parfois, c'est le triple de ce que les Libyens demandent, donc 300 000 francs CFA dans le cas présent. Et en Argentine, le sous-marin San Juan n'a pas donné signe de vie depuis 8 jours. La disparition du sous-marin San Juan dans l'océan Atlantique avec 44 membres d'équipage à bord inquiète de plus en plus les autorités argentines. Le navire n'a pas donné signe de vie depuis le 15 novembre dernier. Et il y a maintenant 8 jours. Or, en théorie, s'il est en immersion, il ne dispose que de 7 jours de réserve d'oxygène. 14 bateaux, 12 avions et 4000 hommes participent aux recherches qui ont reçu l'appui de 13 pays. Pour l'heure, des dizaines de proches des marins sont depuis plusieurs jours devant la base navale pour crier leur désespoir. Et on finit avec le tout dernier insolite de la semaine. Début novembre, oui, grande surprise, le premier restaurant naturiste à Paris a ouvert ses portes. Bienvenue à Eau Naturelle, c'est le nom. Un grand rideau blanc, par contre, masque la vitrine de ce restaurant, volontairement dissimulé dans cette rue tranquille du 12e arrondissement. Alors je ne sais pas si des restaurateurs ivoiriens ont l'idée d'importer ce concept, je peux vous dire que si Eva et Marcelin y sont, il y aura un grand succès puisque les gens rêvent de les voir en tenue d'Ève et d'Adam, j'en suis sûre. Non mais j'ose même pas imaginer l'hygiène des sièges et de tout ça. Mais enfin, Fatim, merci beaucoup. On vous retrouve tous les dimanches à 9h05 sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde, l'émission qui cartonne tous les dimanches. C'est le magazine de l'actualité internationale. Et de quoi est-ce que vous allez parler ce dimanche ? Alors ce dimanche, nous allons parler bien évidemment de la situation au Zimbabwe, un retour sur la chute de Robert Mugabe. On évoquera aussi la situation des migrants en Libye, mais on va plus s'attarder sur le Zimbabwe. Merci beaucoup et donc à dimanche 9h05 sur Radio Côte d'Ivoire 88.00. Il n'y a pas meilleure promo que ça et c'est bien sûr sur Matin Bonheur. N'oubliez pas d'être en compagnie de Miss Timfa du 9-2, Timfa de Taïragui. Voilà, c'est plus local. Matin Bonheur amorce
maintenant un autre virage avec bien sûr un invité très très intéressant pour notre actualité. Hormis le Sahara, on va discuter avec lui aujourd'hui un peu de l'Institut national de formation professionnelle agricole, l'INFPA, M. Onaya Berté qui est avec nous. Je ne sais pas s'il y a un jingle ou on y va directement. On y va directement. On y va directement. M. Onaya, bonjour. J'ai une question. Hier, le ministre de l'Agriculture disait que la Côte d'Ivoire a besoin, il faut que l'agriculture devienne sexy. Tout à fait. C'est tout un programme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'agriculture, une agriculture sexy? Ben, l'agriculture sexy, c'est véritablement l'agriculture qui donne envie aux jeunes, l'agriculture qui n'est pas salissante, l'agriculture qui n'est pas pénible pour les jeunes. L'agriculture qu'on peut faire, exactement, qu'on peut faire à partir donc, de toute la technologie, même dans sa maison, dans son bureau, on peut effectivement agir sur, dans sa plantation. Et aujourd'hui, il y a effectivement des technologies qui permettent de le faire. Est-ce que ces moyens-là sont mis à la disposition justement des jeunes, notamment qui voudraient s'adonner au métier de la terre? Ben, je peux dire que ces moyens existent. Donc, lorsque les moyens existent, on peut les acquérir. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de l'Institut. Nous avons, par exemple, un étudiant qui s'est spécialisé en irrigation, assisté par ordinateur. Wow. Et à partir de n'importe quelle position au monde, vous pouvez suivre l'activité de votre plantation, vous pouvez voir les besoins de la plante en temps réel et donc autoriser que l'ordinateur puisse programmer le ravitaillement soit en eau, soit en produits phyto pour les participants de votre plantation. Et ça, ce sont des choses qui sont réelles. Nous en avons déjà un exemplaire qui est sur le stand de l'INFPA au niveau de CESARA 2017. Il y a quelque chose qu'on a réussi en Côte d'Ivoire qui est formidable, c'est le président Oufoué qui a conditionné notre esprit avec l'agriculture pour que ce ne soit pas un mythe. Depuis que notre pays existe, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc ça, c'est une très bonne base pour que les générations présentes puissent vraiment continuer. Oufoué a tracé la route. Tout à fait. À nous maintenant de mettre le goudron pour attirer les jeunes. Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut dire qu'il y a eu, je dirais, un petit mouvement. Le mouvement, c'est lequel? C'est que le président, effectivement, a mis l'accent sur la formation de l'élite agricole à travers les ingénieurs, les contingents de 46, etc. Ce sont des ingénieurs agricoles. Exactement. Et qui ont effectivement eu l'appui de l'État pour pouvoir s'installer. Et nous avons les premières promotions d'ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire qui ont bénéficié d'un financement de l'État pour s'installer. Et aujourd'hui, ils sont des grands agro-industriels. Maintenant, en ce qui concerne la jeunesse, il faut d'abord qu'on puisse les former, bien former, et ensuite trouver un moyen pour pouvoir les accompagner, pour que effectivement ces jeunes puissent pouvoir rester dans le milieu rural pour exercer. Parce que l'agriculture ne se fait pas en ville, ce n'est pas l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture rurale. Donc il faut également qu'il y ait des conditions pour pouvoir les accueillir, pour les accompagner, pour qu'ils puissent rester. Et donc ça, c'est un des gros challenges aujourd'hui de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On se souvient qu'il y a quelques temps, l'exode rural faisait beaucoup de mal à notre agriculture, on va dire, avec ces masses de jeunes là qui se déplaçaient donc des zones rurales, des villages notamment, vers la ville. Aujourd'hui, quand on parle de métier de la terre, quand on parle d'agriculture, socle de notre économie, on a tendance à imaginer des métiers pénibles. Donc, agriculteurs, paysans qui travaillent la terre, etc. Mais il y a énormément de métiers autour pour lesquels on peut être formé, notamment ingénieur agronome, pas mal de métiers plus sexy, on dira. Bien sûr. Mais nous avons un chapelet de profils de carrière assez vaste. Nous formons pour plusieurs corps de métiers. En ce qui concerne, par exemple, l'agriculture, la production végétale, vous avez depuis les sémenciers jusqu'aux producteurs, donc les planteurs, à la transformation. Il y a des transformateurs qu'on peut former effectivement au niveau de l'Institut. Également, ceux qui sont chargés des services d'accompagnement de l'agriculture. En l'occurrence, les agents des services phytosanitaires, des conseillers, etc., etc. Donc, tout n'est pas véritablement d'abat, tout n'est pas véritablement machette. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, les moyens existent pour que effectivement l'agriculture soit, comme l'a dit le président du groupe Labad, soit sexy
attire beaucoup plus et que vraiment ça soit plutôt le métier qui donne envie de l'exercer. Et ça, les moyens existent. Justement, un métier, ça peut être beau, on peut avoir envie de l'exercer, mais il faut le cadre, l'environnement. Moi, je rêve d'une agriculture sexy, que dans la plantation, il y ait tout ce qu'il y a de plus mécanique, tout ce qu'il y a de plus high-tech, mais si on n'a pas de route, si on n'a pas de moyens de locomotion, si on n'a pas un cadre, c'est là aussi un défi. Alors, vous touchez du doigt un point que j'ai abordé hier au cours du panel organisé par l'Institut, à l'occasion de CESARA, sur le thème de la contribution de la formation professionnelle à l'attractivité du secteur agricole pour les jeunes. Et ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un de nos challenges. Comme on l'a dit, le PENIA 2 a un risque de déficit de 4 millions de personnes en main-d'œuvre en 2025. Wow. Donc, si on n'arrive pas à combler ces déficits en ressources humaines, nous aurons des difficultés effectivement pour mettre en œuvre de manière efficiente le PENIA 2. Donc, pour l'Institut, c'est un challenge. Alors que nous avons constaté que les jeunes ne s'intéressent pas véritablement, comme nous le souhaitons, au secteur de l'agriculture. Alors, on a abordé un peu toutes ces questions et c'est un aspect qui a été évoqué. Vous avez beau avoir effectivement toute la technologie pour produire, vous avez les moyens de transformer. Si vous vivez dans le milieu rural où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'accès à l'Internet, naturellement, vous pouvez y vivre, mais vous n'allez pas souhaiter que vos enfants y vivent. Et donc, naturellement, il va y avoir une rupture au niveau donc, de la transmission en génération. Alors, c'est un ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons apprécié le fait que le département de l'agriculture soit étendu au domaine rural parce que c'est deux choses qui vont ensemble. Si le rural se porte mal, mais l'agriculture va se porter mal. Donc, c'est vraiment deux mamelles qu'il faut absolument entretenir pour permettre que véritablement, comme l'a réussi d'ailleurs la Corée du Sud, à inverser la tendance. La richesse se trouve dans le monde rural. Donc, il faut faire en sorte que les jeunes y aillent et puissent y rester. Alors, si vous donnez aujourd'hui les moyens à des jeunes pour faire des plantations clés en main, comme ça a été l'un des programmes qu'a connu la Côte d'Ivoire, mais à un moment donné, lorsqu'ils iront faire les plantations, 3 ans, 5 ans après, avec ces ressources, ils viendront s'installer en ville. Et naturellement, ça, ce n'est pas bon pour l'agriculture parce que véritablement, ça va créer une rupture entre véritablement les générations pour une pérennisation du point d'honneur que nous accordons à l'agriculture. Vous parlez de susciter des vocations, de faire comprendre aux jeunes l'étendue des formations possibles et des métiers, des débouchés qu'il y a sur les métiers de l'agriculture. Vous, en tant que directeur de l'Institut national de formation professionnelle agricole, qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser les jeunes? Parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui ne savent pas qu'il y a un institut qui leur est destiné, qui peut les former à des métiers de la terre. On ne va pas attendre forcément qu'il y ait de grands salons ou de grandes occasions comme le Sahara. Qu'est-ce qui est fait en termes de communication, en termes de sensibilisation au quotidien pour inciter les jeunes à s'intéresser à ces différents métiers? Alors, là, nous sommes à un point de rupture avec le système ancien qui était que nous formions, l'Institut formait véritablement des encadreurs. Donc, c'était des gens qui devaient accompagner le monde rural. Aujourd'hui, nous formons des techniciens. Et pour ce faire, il a été nécessaire de pouvoir élaborer un projet de création de centres de formation intégrés. Donc, ces centres de formation intégrés doivent permettre véritablement la formation de tout le monde agricole. Ceux qui sont déjà en activité, ceux qui veulent entrer dans l'activité, mais surtout, l'intérêt de ces centres, ce sont des centres localisés. Il s'agit donc, dans une zone géoécologique, concevoir véritablement toute la formation qu'il faut, tout l'appui et le conseil nécessaire qu'il faut pour que la zone puisse être économiquement viable. Et ça, c'est un projet qui est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'écoles parce que, formant justement pour la fonction publique, la capacité d'accueil n'était pas assez suffisante. Donc, il n'était pas nécessaire véritablement d'étendre véritablement les écoles. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Et nous avons l'appui des collectivités décentralisées comme les conseils régionaux qui nous appuient dans ce sens avec d'autres partenaires au développement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'écoles et qu'il y ait véritablement un rapprochement du dispositif de formation des utilisateurs et des jeunes. Très bien. Merci beaucoup, M. Onania. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. On rappelle que le Sahara s'achève ce vendredi.
Ce dimanche, pardon, dimanche 26. C'est bien ça. Dimanche 26, vous avez encore 2 jours. Si vous n'y avez pas encore fait un tour, le Sahara vous ouvre ses portes jusqu'à dimanche. Et puis après, ce sera... Voilà, le rideau sera fermé, tout sera descendu et puis on attendra les résolutions dans 1 an ou bien sûr, 2 ans. Voilà, dans tous les cas, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses ont été faites pendant ce Sahara. Encore une fois, félicitations pour l'organisation et pour cette réussite, on peut déjà le dire. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous aurons donc à prendre langue avec notre sociologue préféré qui est déjà installé et avec Sa Majesté Kouma Tamia Odette qui est superbement vêtue et qui est également dans ce plateau, enfin dans ce studio, pardon. On se retrouve juste après la pub. La Commission de l'Union africaine, à travers le département des affaires économiques, organise la conférence des vendredis de la Commission en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Thème: coopération UA-UE, résultats, défis et perspectives d'avenir. Date: 24 novembre 2017, lieu: auditorium de la Caisse de stabilisation. Heure: 8h30. Venez nombreux pour mieux vous informer sur la problématique de la coopération Union africaine-Union européenne. Contact 22 52 75 60. Bonjour Michel, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste le cas de ma fille qui me préoccupe en ce moment. Tu sais qu'elle finit avec le bac cette année et j'ai envie qu'elle puisse faire ses études supérieures à l'extérieur. Malheureusement, je ne sais pas comment m'y prendre. Rien que ça? Désormais, à Abidjan, votre agence AESCI vous assiste et vous oriente pour les études de vos enfants à Londres, au Canada, aux États-Unis et en Australie. AES, c'est aussi des formations diplômantes, des perfectionnements en anglais et des séjours linguistiques. Contactez-nous au 59 53 81 39 22 50 40 11. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Et 2 minutes partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être en notre compagnie depuis 5h55, 95 minutes d'émission tous les jours du lundi au vendredi. Alors, nous allons discuter maintenant dans la dernière ligne droite avec 2 personnes qu'on est toujours très heureux de retrouver. À ma droite, donc à votre gauche, le docteur Neil Nielbien, notre sociologue avec qui nous évoquons des sujets très passionnants, au moins plusieurs fois par mois. Et puis elle, par contre, c'est la première fois qu'elle vient sur ce plateau. Sa Majesté Kouma Tamia Odette, présidente d'une ONG très active, l'ONG ACONG. Le thème que nous allons aborder, c'est, mesdames et messieurs, partir si loin. Un fait culturel, c'est un peu la problématique de la migration irrégulière, le nomadisme. Est-ce que le bonheur est forcément ailleurs? Jingle et on se retrouve juste après. Bonjour Monsieur Nielbien. Bonjour Madame. Vous allez bien? Très bien Madame. Bien réveillé? Oui. Prêt à nous parler de ce sujet? J'espère. Et bonjour, on doit vous dire Sa Majesté... Sa Majesté, ça ira. Sa Majesté, on rappelle que vous êtes reine-mère du Zanzan. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci. On vous retrouve dans quelques instants, juste après cet élément qui va tracer les sillons de notre thème du jour. Non? Il n'y a pas on y va directement. Allez, alors Monsieur Nielbien, partir si loin, un fait culturel. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette problématique? Il faut comprendre par là que de tout le temps et en tout lieu, l'homme a toujours eu la bougeotte, au sens où il a toujours erré, il est toujours allé au gré des vents, et ce n'est que rarement, en fonction de l'eau, du gibier ou des fruits qu'il trouve, qu'il se sédentarise.
Ça veut dire que cela est inhérent, cela est inné en l'homme et que les phénomènes de migration ont toujours jalonné la vie des êtres humains, quel que soit l'espace, quel que soit le lieu et quel que soit le temps. Donc la notion du loin, de l'éloignement, est juste une perception et ça fait partie des aléas et de la vie. Donc c'est inhérent à la nature humaine, à toute nature humaine. À toute nature humaine. Comme tout animal, on vagabonde, on va un peu partout. Et quand ça nous sourit, nous restons quelque temps. Et après, quand on imagine encore qu'on peut gagner mieux ailleurs... Le mot vagabonde me gêne un peu. Ça vous gêne par rapport peut-être à un monde aujourd'hui où on doit travailler, on doit gagner de l'argent. Peut-être que là, c'est gênant, sinon l'homme a toujours été un vagabond heureux. Et vous parlez même de la Côte d'Ivoire et de sa composition, on dira peut-être ethnique, et des migrations qui ont eu lieu. Tous les peuples, voilà, tous les peuples aujourd'hui installés en Côte d'Ivoire viennent d'ailleurs. Hein. Les Akans qui viennent de l'Est, beaucoup plus à l'Est par exemple, Royaume du Ghana, etc. Au nord, on vient de beaucoup plus au nord. On est tous le fruit de migrations certaines. Bien sûr. L'homme est dynamique. Oui, l'Afrique de l'Ouest même est typique parce que si vous prenez l'Afrique centrale, on a la forêt tropicale, la forêt dense, ce qui a fait que ça freinait les vagues migratoires. Mais quand vous prenez l'Afrique, de la Libye, de la Mauritanie, etc., vous verrez qu'il y a eu les grands royaumes, Ouagadougou, Ghana, Songhai, etc. Soso, on n'avait aucune frontière. Oui. Ce sont les Blancs qui, à la conférence, ont décidé de donner des noms, de donner des frontières, etc. Balkanisation de l'Afrique. La balkanisation de l'Afrique, la division de l'Afrique. Alors, Eva a ouvert une brèche par rapport au fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des migrations internes, le Koyaka qui qui se retrouve en pays BT, à Daloa, à Gagnoa, ou bien, je ne sais pas, mais je veux dire, de façon interne, c'est un peu l'ADN de la Côte d'Ivoire, non? Moi, je pense que déjà, il faut comprendre que l'homme est très curieux. La curiosité et le désir de recevoir mieux, d'obtenir mieux, et même se dire que peut-être qu'ailleurs, on peut réussir, on peut évoluer. Donc ça fait que l'homme a toujours tendance à vouloir se déplacer et puis se dire que là où il va se retrouver, ça peut donner plus ce qu'il attend par rapport à tout ce qu'il entend. Donc c'est pour ça qu'on peut constater ça, on peut dire en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs. Les gens sont en quête de stabilité, en quête de promotion, en quête de succès, en quête de plusieurs choses. Et c'est ce qui motive l'homme. Et aussi, on peut comprendre aussi que quand l'homme est quelque part, ça amène... C'est comme si la personne se lasse. Il veut chercher mieux. C'est ça, en fait. C'est ce qui pousse l'homme, on peut dire maintenant, qui prend une autre envergure. Exactement. Donc, on est toujours à la recherche de mieux-être, qu'on croit trouver chez le voisin, qu'on croit trouver chez l'autre, mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Pour parler de migration interne, Marco le disait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire présente un visage tellement mixte qu'on retrouve des groupes ethniques un peu partout en Côte d'Ivoire, dans le sens où on retrouve majorité de Baoulés, par exemple, qui sont à l'origine du centre à l'ouest, on retrouve des gens de l'ouest carrément au sud. Et il y a un patchwork qui fait qu'on se sent presque partout chez soi. Oui. Ben, effectivement, il y a un cosmopolitisme et un melting pot en Côte d'Ivoire qui est assez singulier. Et on peut en voir en cela aussi le fait que déjà, c'était lié à une politique scolaire, au sens où quand quelqu'un réussissait l'entrée en 6e, d'office, on l'éloignait de sa zone natale. Avec un tuteur. Avec un tuteur. Donc, tout le monde a pratiqué le tutorat en zone étrangère. Moi, par exemple, je suis Tagbana de Katiola, mais je suis né à Bondoukou. Mon père était affecté, il était fonctionnaire d'État à Bondoukou. Donc, ce qui fait que j'ai fait plus de temps à Bondoukou. Et à part l'Europe, j'ai fait plus de temps à Bondoukou que je n'en ai fait à Katiola, même où je n'ai passé que 4 ans. Donc, nous étions habitués déjà, tout jeunes, à aller dans des zones qui n'étaient pas nos zones natales, de telle sorte que ça a été symptomatiquement pour l'Ivoirien quelque chose de singulier. Déjà, en tant que fonctionnaire, on nous évitait notre zone de natale, et aussi en tant que jeune élève, on nous évitait cela. C'est bien qu'à un moment donné, on bougeait naturellement, ou bien par cette contrainte-là, politique, et à un moment donné, partout on se sentait chez nous.
Alors, il y a ce côté des Ivoiriens qui bouillonnent à l'interne, qui bougent beaucoup. Et puis, jusqu'à une certaine étape, à un certain moment, l'Ivoirien ne sortait pas de son pays. Le dynamisme, l'émigration, le nomadisme étaient plus internes. Et voilà, avec le président Houphouët-Boigny, l'Ivoirien ne sortait pas comme ça. Oui, ne sortait pas comme ça. Il était... Et même quand il sortait, il n'allait pas à l'aventure. Il n'allait pas à l'aventure. Voilà. Soit pour des études, soit pour quelque chose de précis. Mais il était tellement bien chez lui que... Le nomadisme, comme je l'ai dit, était interne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, on peut relier à cela à ce qu'on a appelé le miracle ivoirien. Et si vous tracez bien, c'est dans les années 70-75. L'Ivoirien ne sortait que pour aller, généralement, on peut dire quasiment, globalement, en France et pour des études. Et c'était rarement pour autre chose. Regardez, par exemple, j'apporte un peu d'eau à votre moulin, l'aventure 46. Oui. En 1946, Houphouët-Boigny qui décide de prendre dans certains moments de l'administration des personnes, des gens, des pupilles pratiquement de la nation oui. pour les envoyer en formation. Ça, déjà en 1946. Oui, tout à fait. Et en cela, jusqu'à la Roumanie de Ceausescu, hein, au fond, envoyé partout des étudiants. Ça a été ça aussi sa force, je pense, parce que ça nous a permis de pratiquer, de connaître le multiculturalisme mieux que beaucoup de régions du monde. C'est en France que moi j'ai appris qu'à part les États-Unis, la Côte d'Ivoire, avec ses 26%, était le pays des migrations et d'étrangers juste après les États-Unis, ce qui est impressionnant. Déjà dans les années 80, j'ai fait ma thèse en 89, dans les années 86, 87, 88 déjà. Donc, ça vous dit que nous, on ne sortait que pour des questions d'études, mais par contre, on recevait beaucoup de gens chez nous et les gens bougeaient beaucoup. Et quand on dit qu'on recevait tout le monde, ce n'était pas forcément la CEDEAO, c'était des Blancs venus de toutes parts, des Chinois, des Syriens, des Libanais, enfin, presque, je peux dire tout l'ONU. Alors, Sa Majesté, pour parler d'hospitalité, puisqu'on en est là dans notre développement, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays très hospitalier. D'ailleurs, c'est des phrases qui sont inscrites dans notre hymne national. Et à un moment, justement, vous l'avez dit, 26% d'étrangers, cette hospitalité-là a attiré pas mal de personnes de nations étrangères. Parce qu'on savait qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait s'installer, on pouvait vivre tranquillement sans être inquiété, sans être malmené, parce qu'il y avait cette hospitalité-là qui régnait. Si. On peut dire que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire de l'hospitalité. Parce que déjà, ça est dans notre culture. Et comme vous avez si bien dit, on nous a déjà appris ça. Le docteur vient de dire que lorsque un enfant est en 6e, automatiquement, on l'oriente dans une autre région, dans une autre famille, dans une autre localité. C'est pour dire que déjà, dans la culture et la tradition de la Côte d'Ivoire, on nous apprenait déjà à cohabiter et vivre ensemble. Donc ça faisait partie déjà de nos notions. Au point que on peut constater au jour d'aujourd'hui que l'Ivoirien veut toujours cohabiter, l'Ivoirien veut toujours sympathiser. Nous voulons toujours démontrer que vivre ensemble, c'est mieux. Donc c'est quelque chose qui est réel à notre sein en Côte d'Ivoire. Il y a toujours un rituel hein, d'accueil, quelle que soit la région. C'est du piment avec la cola, c'est une certaine boisson, c'est certaines manières, des génuflexions, des façons de saluer. Mais mettons les pieds dans le plat. D'où vient que, quelques années après, on a ces scènes, parce qu'il faut bien sûr hein, parler de l'actualité, d'où vient qu'aujourd'hui, la migration, le fait de bouger, devienne si périlleux, si difficile et si dégradant pour l'homme. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? De 1946, où le président Houphouët faisait un nomadisme encadré, on va dire ça comme ça, afin qu'on puisse aller recueillir la connaissance, à l'instar donc des peuples japonais au moment de l'ère Meiji. Mais d'où vient qu'on en arrive là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les épisodes qu'on a ratés? Bien, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans la mondialisation, et qui dit mondialisation, dit, tout à l'heure vous parliez de high-tech, c'est-à-dire tout le monde aspire au mieux vivre. Et aujourd'hui, il y a une mondialisation des styles de vie, the way of life. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde veut vivre comme des petits Américains, des petits Australiens, des petits Français. Donc très tôt, les gens sont avides de ceci, de cela. Et à un moment donné, les sociétés ou les cultures qui incarnent le mieux ces choses-là sont ces pays-là. C'est-à-dire que quel que soit là où on se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a tendance via Facebook, via la télévision, via les films,
à penser qu'ailleurs, les gens souffrent moins. Le bonheur, c'est chez les autres. C'est chez les autres. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, quel que soit ce que vous proposez aux jeunes Ivoiriens, ils ont l'impression que l'original vaut mieux que la photocopie. Parce que vous allez importer, vous allez singer, vous allez imiter, mais si eux-mêmes se rendent aux États-Unis, ils se rendent en France, ils se rendent à Londres, ils se rendent en Italie, ben, ils vont aller têter à l'original. Mais est-ce que finalement c'est un phénomène qui est propre à la Côte d'Ivoire? Parce que certes, les Ivoiriens rêvent d'ailleurs, mais même on dira les Français également. Quand on regarde des reportages, on voit beaucoup de Français qui quittent la France, qui vont tenter de faire fortune aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, un peu partout. Et finalement, ce n'est pas propre aux pays africains. Non, tout le monde cherche à aller plus loin. Absolument pas, madame. C'est ce qu'on appelle la génération Y. C'est-à-dire toute la jeunesse de ce monde depuis les années 90. Et déjà en 96, nous avons travaillé là-dessus pour le Canada et pour le Japon. On a remarqué que les jeunes de maintenant ne veulent plus souffrir comme leurs parents. Parce que, oui, enfin, c'est légitime, mais je vais poursuivre. Parce que nous, à l'époque, on nous a appris que le travail n'est pas une souffrance. Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Donc, nous, on n'a connu que le travail. Mais nos enfants veulent s'amuser, veulent être heureux, d'abord, avant de commencer à travailler. Donc, c'est ça la génération Y. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de séminaires de réflexion pour pouvoir expliquer comment est-ce que les parents qui n'ont connu que le travail, qui n'ont vécu que pour le travail, ont pu éduquer leur enfant de telle sorte que l'enfant comprenne qu'on vit bien d'abord avant de travailler. Vous prenez quelqu'un à un recrutement, il est plus intéressé par le salaire que vous allez lui proposer, s'il aura le véhicule, s'il aura la communication, au lieu de demander exactement en quoi consiste mon travail. De telle sorte que qu'est-ce que je vais apporter pour mériter mon travail. La question devient secondaire pour lui. La principale, c'est son salaire et les possibilités d'avantage. Et je rappelle que c'est vrai que le français, tous les pays du monde entier, tout l'homme en général avec grand H aime se déplacer. Mais c'est les modalités, les codes du déplacement. Le français ira en Australie, mais de façon légale, avec tous ses papiers. Alors que l'Africain, il faut le dire, aura tendance à mettre sa vie en péril. Ce acte suicidaire vient d'où? Est-ce que c'est sociologique, c'est sociétal? Bien, aujourd'hui, notre question est vraiment, c'est triste. Mais si vous voyez que le Français arrive à aller en Australie ou aux États-Unis pour son Eldorado ou au Canada... De façon légale? De façon légale, c'est parce qu'il y a un gentleman agreement. Moi-même, quand j'allais au Canada de la France, c'était très simple pour moi. J'étais résident français. Ça ne m'a pas posé de problème. Exactement. Mais je sais que si je veux refaire le chemin aujourd'hui à partir de la Côte d'Ivoire, ça risque d'être nettement plus complexe. Ça veut dire que sans le dire... Il y a des bons citoyens, entre guillemets, qui sont blancs, qui se font dans des gentlemen agreements entre eux. Vous voyez, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 28 pays. Vous voyez qu'en passant par ce système-là, ben, la migration ne peut être que régulière. Exactement. Certainement, ils auront des systèmes d'impôts entre eux, mais à la base, chacun peut bouger. Mais si déjà ceux-mêmes qui, à l'origine, vous savez que l'Amérique a été peuplée par des migrants qui mouraient de faim. Ce sont des Européens qu'on appelle aujourd'hui Américains. Ils ne sont pas Américains. Il y a les Natives qui sont eux-mêmes les vrais Américains, mais tous les autres sont des Européens. L'Australie aussi a été peuplée par des Européens qui avaient faim. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes Européens qui ont connu la faim, qui sont allés chercher l'Eldorado, qui aujourd'hui érigent des murs et des barricades. Mais ces murs et ces barricades, c'est contre nous. Voilà pourquoi nous, on se suicide plus, parce que si on met des barricades de 7 mètres de haut avec ceci et cela, et on oublie par exemple l'histoire commune que nous avons eue qui s'appelle l'esclavage, ou l'histoire commune que nous avons qui s'appelle la colonisation, ou bien d'autres histoires même en cours qui s'appellent le franc CFA. À un moment donné, c'est vrai, nous allons regarder les choses comme des suicides, et ça fait très mal, c'est des suicides, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est toujours et quand même chez eux que le bonheur va nous sourire. Exactement, et comme disait Fatou Dioumé, l'immigration entre ces pays est beaucoup plus facile parce qu'ils ont le bon passeport. Elle est fluide, exactement, et les jeunes ici, je ne pense pas qu'ils aillent de façon première vers ces extrêmes, donc la Libye, etc. C'est parce que les échanges diplomatiques ne sont pas aussi faciles. Oui. Et aujourd'hui, il y a, je crois, Aliko Dangote qui disait qu'aujourd'hui, un Français ou un Américain a même plus de facilité à circuler sur le continent africain qu'un propre Africain. C'est plus facile même d'avoir... Regardez même les noms. Eux, quand ils viennent chez nous, ils sont coopérants, conseillers techniques, expatriés. Ils sont censés venir nous aider
sur nos propres réalités qui a priori... Docteur, c'est parce qu'eux aussi, ils ont réussi à s'organiser. Bien sûr. Ils ont réussi à s'organiser, ils en sont arrivés là à force d'organisation et surtout de méthode et de discipline. Qu'est-ce que nous on fait? Vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce que nous on fait quand l'Union africaine, par exemple, a 80% de son budget qui vient de l'Union européenne? Vous espérez quoi? Bien, vous avez raison parce qu'effectivement, les responsabilités sont partagées. Parce que c'est le citoyen d'un pays qui se fait valoir. Quand je dis un contrat d'expatrié, un contrat de ceci et que ça marche, ben c'est parce que j'ai su me vendre. Mais si nous, on se vend en immigré, si déjà on ne s'organise pas, on n'est pas rigoureux. Moi, j'ai déjà écrit un article en 2006 sur ce phénomène-là. Mais avant même cela, à tout jeune étudiant en sociologie, que j'étais en 84-85, je m'intéressais à ces questions de migration. Mais si c'est aujourd'hui, comme il a si bien dit, que l'UA se réveille, qu'un certain nombre de gens se réveillent, ben, c'est comme si on se vendait moins cher et on vous paye toujours au prix auquel vous vous vendez. Comme on dit, quand vous vendez moins cher, on vous achète même à crédit. Ben, c'est ça. Sa Majesté, sur le terrain, qu'est-ce que vous dites aux jeunes, à vos fils, à vos enfants, à vos frères, pour ne pas, pour retenir ou bien du moins tempérer cette envie d'ailleurs? Mon fils, je voulais déjà te dire que comme je suis présidente d'Aka ONG, je vais beaucoup et j'essaie de côtoyer le maximum des enfants qui sont dans les besoins. Moi, je ne les appelle pas, par exemple, les microbes ou autres. Je les appelle l'avenir de la Côte d'Ivoire. En fait, nous devons comprendre que l'Afrique, et je vais parler spécialement de mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'à partir du moment où on a commencé à constater, comment on appelle, la conjoncture, la dévalorisation de nos francs CFA, on a tout de suite vu que quelque chose s'est présenté. C'est-à-dire que nos enfants se disent que c'est en Europe qu'ils peuvent réussir. Pourquoi? Parce qu'on leur présente l'illusion. On leur fait croire que tout va bien. On leur fait croire que là-bas, tu ne peux pas souffrir. On leur fait croire que si tu arrives là-bas seulement, tu peux t'en sortir facilement. Du coup, comme ils voient qu'ils vont à l'école, il n'y a pas d'études encore. À l'université, les enfants ne peuvent pas se stabiliser. On n'a rien mis en place ici, comme le Ghana, par exemple, de sorte qu'à l'école, tu peux apprendre un métier. Donc, du coup, si tu n'as pas réussi à l'école, tu as réussi et tu as échoué. L'enfant n'a pas appris à aller au champ. L'enfant n'a pas appris à un métier à l'école. Il n'y a rien. Et puis demain, on dit, bon, tu ne peux plus aller à l'école. L'enfant au 6e, ça s'arrête là. Ce n'est pas comme nos cousins, que moi je les appelle nos frères musulmans, où tu vas à l'école, mais tu vas en même temps vendre au marché ou bien tu apprends quelque chose. Donc, du coup, quand l'enfant finit, il n'a plus d'espoir. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de travail ici. Hein? Avec nos crises, avec des maladies, si ce n'est pas la guerre, c'est comment on appelle, c'est Ebola. Si ce n'est pas Ebola, c'est immigration. En fait, tout est mis en place pour que la jeunesse se dise qu'il faut immigrer. Il faut aller là-bas. D'autres même te disent carrément que s'il faut mourir sur bateau, je préfère ça que de mourir ici, rester ici puis mourir de faim. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a une réalité qui se présente à la jeunesse au point que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on présente, c'est comme de la drogue. Ils ont envie de partir parce qu'ils se disent qu'ici, de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc ça veut dire que nous devons donc penser à ce qu'on dit. Comme vous dites, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On les fait comprendre qu'il y a de l'espoir. Au point que même on est en train de lancer une campagne où j'ai mis vivre mieux en Afrique, c'est possible. D'ailleurs, il y a des gens qui vivent mieux. Moi, je suis en Afrique, je voyage. Dieu m'a fait la grâce de voyager au moins dans 36 pays. Mais je n'ai jamais eu envie de rester là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire facilement. Abidjan le plus doux au monde. Oui. Hein? En Côte d'Ivoire, tu peux prendre 25 francs, 5 000 francs. Tu vas payer, comme on appelle, Orange. Tu peux t'asseoir au bord de la route là pour vendre. En France, tu ne peux pas le faire. Tu as 50 000 francs, tu peux aller au champ acheter les vies pour venir. Tu ne peux pas le faire en France. Mais les gens ne comprennent pas. On les fait comprendre que tout va mieux là-bas, tout est bon. Or, en réalité, ce n'est pas vrai. On a des personnes qui sont dans la rue, on a des personnes qui mendient, il y a des personnes qui n'ont même pas de toit. Il y a des personnes même qui ne peuvent pas revenir, qu'ils sont partis en France, ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont rien du tout et ils ne sont rien. Donc, comme ils vont venir se présenter à leurs parents ici. Donc, c'est pour dire que nous présentons, nous faisons comprendre à nos enfants, en tant que président d'Aka ONG, que tu peux réussir. Nous touchons des banques, des PMU là pour accompagner. Mais il y a des gens qui sont là. Vous leur faites comprendre que ce qu'elle est en train de te dire là, c'est rien. Si tu vas en France, moi, tu vas t'en sortir. Donc, je pense que... Il y a des gens qui sapent votre travail. Alors, oui. Aujourd'hui, Sa Majesté le disait tellement bien, il y a un problème d'installation. Il faut pouvoir aider les jeunes à s'installer parce que cette jeunesse qui part, ce n'est pas une jeunesse niaise, je dirais. Oui. Il y a des jeunes qui partent, qui s'engagent sur ces bateaux de fortune-là, qui ont Bac+5, Bac+6, voire Bac+7. Mais il n'y a aucune opportunité ici. Ils ne voient pas d'avenir. Ils ne voient
pas de quoi vivre de façon décente. Donc ils se disent, avec le diplôme que j'ai, avec le master que j'ai, avec le doctorat que j'ai, peut-être que je pourrais vivre mieux ailleurs. Oui. Donc il faut aider les jeunes à s'installer sur place. Oui, Sa Majesté le dit si bien. Quand le désespoir est là, quand le désenchantement est là, tout est possible. L'une des dernières réflexions que nous avons menées, on était avec Serge Daniel, il a dit pourquoi les gens s'en vont se suicider. C'est comme elle l'a dit, c'est comme la drogue, c'est le compte à rebours. Quand ils se sont mis cela dans la tête, vous pouvez tout leur dire, ça ne marche pas. Oui, même moi qui ai fait 17 ans de diaspora, quand je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Ils m'expliquent mieux la France que moi-même qui ai vécu pendant 17 ans. Tellement le rêve, la vie facile, n'importe comment on s'en sort. Moi, je connais quelqu'un qui y est. Voilà sa photo sur mon selfie. Il m'a dit de me débrouiller pour venir, etc., etc. On ne peut rien faire. Et pourtant, même comme vous le dites, c'est une jeunesse correcte. Parce qu'on arrive à trouver des gens qui ont 4 millions, 5 millions et ils vont les risquer dans le désert. Alors que moi, je pense que si vous arrivez déjà de 0 à passer à 4 millions en Côte d'Ivoire, vous êtes bien placé pour atteindre 20, 30, 40, 50 millions. Mais c'est un problème d'espoir. Parce que quand quelqu'un a l'impression qu'il est... De partout, c'est des murs, des barricades, de misère, de sollicitations familiales, sociales, d'impossibilité d'évoluer, il se dit comment s'échapper de là. Et même quand vous dites la mort est au bout, il vous dira la mort est mieux. Et c'est pour ça qu'on ne peut que déconstruire le mythe de la vie facile en Europe. Comme madame l'a dit, il y a des SDF. Et quand vous êtes pauvre en Europe, c'est pire que quand vous êtes pauvre en Afrique. Parce que l'élément de base même qui fait vivre un homme, c'est le climat. Quand vous êtes pauvre en Afrique, il y a au moins le soleil. Vous n'avez pas besoin de vous habiller d'une certaine manière. On peut vous donner à manger, etc. Il y a toujours un membre de la famille. Un membre de la famille pour vous secourir. Alors qu'en Europe, quand vous êtes pauvre, vous êtes seul au monde et dans l'hiver. Et c'est très dramatique. Petite dédicace à Ismaël Isaac avec sa magnifique chanson « Je reste ». Je vous invite à l'écouter, ça résume un peu l'esprit de notre discussion. Alors, quand on a vu tous ces paramètres-là, endogènes, exogènes, tout ça, quand on se dit que forcément l'homme doit bouger, c'est naturel, quand on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous concerne, avec Houphouët-Boigny qui n'aimait pas qu'on sorte parce qu'il voulait donner l'image d'un Ivoirien qui est attaché, qui a ses racines, tout ça, mais qui sort seulement pour apprendre. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous proposez ? Ben, malheureusement, comme l'a dit Sa Majesté, c'est d'abord parler. Parce que tout commence par parler. La sensibilisation. Parlons à nos enfants, disons-leur la vérité. Et moi, c'est de ce point de vue que je dis beaucoup de parents ont démissionné. Parce qu'avant que l'enfant n'aille tomber en Libye, dans la mer ou dans l'esclavage, c'est d'abord votre enfant. C'est à vous de lui dire que la vie est difficile partout et qu'on n'a rien sans effort. Et comme elle a dit, ensuite, sur le plan politique, on peut accompagner avec des politiques de métier, déjà de l'alternance. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est ce qui fait marcher l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne, le matin, vous allez à l'école, l'après-midi, vous allez apprendre un métier. De telle sorte que très tôt, les enfants trouvent des vocations. Alors que tant que vous les laissez aller à l'école jusqu'à Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 10, à part signer en bas d'un document, ils ne savent rien faire. Et néanmoins, ils n'ont aucune pratique, ils n'ont aucun savoir-faire. Et ils pensent qu'on leur doit. Et comme on leur doit et qu'on ne leur donne pas, alors ils sortent pour aller chercher. Mais si on met clairement dans leur tête que tu ne gagneras ton pain qu'à la sueur de ton front et qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Parce que si vous n'arrivez pas à vous nourrir, à partir d'un certain âge, c'est que vous êtes sot. Parce que si vos parents avaient agi comme vous, ils ne vous auraient pas encadré, nourri, etc., etc. Donc si on a ce langage de courage, ce langage de vérité, ce langage de responsabilité qu'on tient un enfant le plus tôt possible, si on commence à travailler sur ce plan, il saura que le français s'en sort en France, l'Ivoirien s'en sort en Côte d'Ivoire, le Malien s'en sort au Mali, le Guinéen s'en sort. Maintenant, après, si on a réuni toutes les conditions pour des questions de tourisme ou de villégiature, on peut vraiment de la manière la plus responsable, mais la plus respectée, la plus légale, aller chez les autres. Très bien. Votre dernier mot, Majesté? Je voulais déjà dire que même la France, l'Europe que les gens recherchent là-bas, oui, leur économie se repose sur, comment on appelle, l'artisanat. Ça veut dire que ce que nous négligeons ici, là, nos sous-métiers, là, c'est ça qui fait les forces là-bas. Donc nous devons valoriser ça. Il faut aussi également qu'on comprenne que l'État ne peut pas tout faire. Ils feront ce qu'ils peuvent faire, mais il faut que nous-mêmes, comme le docteur l'a si bien dit, nous arrivons à insérer nos enfants, à les faire comprendre qu'ils peuvent avancer. Mais en même temps, nous voulons motiver nos enfants à comprendre qu'il n'y a pas d'espoir là-bas. Il va falloir qu'on se batte pour montrer que
quand on dit que, comme on appelle l'Afrique, le berceau d'humanité, je dis que s'il y a un berceau qu'il n'y a pas d'enfants, ça n'a plus d'espace. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va venir occuper et s'installer dans le berceau. Donc il faut qu'on s'arrête pour comprendre que si eux-mêmes ils disent que l'Afrique est le berceau d'humanité, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Il y a une richesse ici. Tous les premières matières viennent d'ici. Il va falloir que nos autorités, le gouvernement, tous ceux qui se disent qu'ils sont à la tête, commencent à comprendre qu'ils sont présidents, ils sont des autorités parce qu'il y a de la jeunesse, parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a des Africains en Afrique. Sinon, comment ils peuvent aller proclamer en Europe qu'ils sont présidents? Comment ils peuvent aller là-bas pour dire qu'ils sont une autorité quelconque sur le territoire africain s'il n'y a pas de Noirs? Oh, c'est nos enfants qui périssent là-bas. Regardez combien de fois nos enfants meurent. Ça me fait mal, ma fille. Oui, je sais. C'est tellement mal que on vous écouterait pendant j'ai envie de pleurer même. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que vos paroles ne seront pas tombées dans les oreilles de sourds, que nous aurons pu, à notre humble niveau, faire un minimum de sensibilisation. Merci beaucoup, Sa Majesté Koumontama Odette. On rappelle que vous êtes reine mère du Zanzan. Oui. Rapidement, Eva, il y a une exposition des jeunes Africains, des plasticiens, qui s'appelle La source de l'espoir. Est-ce que l'espoir a tari? C'est des plasticiens, des peintres pour lutter contre justement ce phénomène-là. Merci Dr Nielbin, merci à vous. Je rappelle, cette émission a été réalisée par Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga. Excellent week-end sur RTI 1. On se retrouve lundi 5h55, même canal. Merci. Bon week-end. Merci.